vous brièvement présenter Boinegra. C'est une Ivoirienne, une artiste dans l'âme qui fait beaucoup de choses, qui anime beaucoup d'activités au Québec notamment, où elle présente des petits sketchs qui sont très instructifs sur les relations qu'il doit y avoir entre les individus. Elle est très engagée pour l'Afrique et à cet effet, elle a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé et je l'ai invitée pour qu'elle nous présente ça. Elle appelle cela la symbolique du ballet. Alors on va laisser la place à Boinegra. Merci. Un petit bonjour. Merci. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela très longtemps, quelque part dans notre chère Afrique, berceau de l'humanité. En ce temps-là, les animaux, ils parlaient comme les hommes et ils vivaient ensemble. Et comme il faut se marier pour se reproduire, eux aussi, ils se mariaient. Alors le roi avait décidé de marier sa fille. Elle était belle comme tout. Vous savez, les princesses sont toujours les plus belles. Hein? Elle était gracieuse, noire, avec de belles dents blanches, dont le sourire était capable de réveiller un cadavre. Oui, je vous dis. Imaginez ce sourire-là, comment il devait être magique. Ses cheveux étaient crépus, comme tout beau cheveux d'une noire. Elle avait une démarche altière. Elle était gracieuse. Elle était ci, elle était ça. Je vous laisse imaginer le reste des qualités qu'elle devait avoir en tant que princesse. Et le roi avait dit, celui qui va épouser ma fille, c'est celui qui sera capable de briser un balai. Quand le rhinocéros a entendu ça, il dit, mais franchement, il a ri de sa corne. Il dit, mais le roi là, sa fille là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas assez de valeur à ses yeux. Briser un balai, mais ça c'est une petite affaire. C'est moi qui serai le futur gendre du roi. Et à la clé, il y avait le trône. C'est-à-dire que celui qui épousait la princesse, automatiquement, il devenait le roi. Alors le rhinocéros a dit, je pense que c'est moi le futur roi. Ah, moi la belle vie. Je vais me faire servir comme un pacha. Je vais aller me présenter. Le gorille a entendu ça. Il dit, mais franchement, je crois que c'est moi le futur roi de ce pays. Mais briser un balai, c'est une petite affaire. En 2 temps, 3 mouvements, j'ai réglé ça. Et chacun dans sa chambre était sûr qu'il était le futur candidat au trône. Le jour est arrivé. Tout le monde était là. Des plus gros aux plus petits, des moyens aux plus insignifiants. Même les moustiques étaient capables d'épouser la fille du roi. L'éléphant s'est levé, tout majestueux qu'il est. Il dit, bon, je pense qu'il faut que je dise quelque chose. Parce que je vois des minus ici, là. Je vois la goutille, je vois le rat. Vous aussi, vous venez compétir avec nous? Vous savez que moi, l'éléphant, avec ma tronche, en un temps, 3 mouvements, j'ai déraciné un arbre. C'est pas un petit balai qui peut m'effrayer. Le ministre de la Communication a dit, bon, le balai est là. Alors l'éléphant, il vient, il prend le balai, il enroule sa trompe autour du balai. Rien. Il essaie une deuxième fois. Rien. Et là, il commence à être un peu frustré. Sa dignité de pachyderme vient de prendre un coup fumant devant tous les animaux. Là, il commence à barrir de frustration et de fureur. Le chargé de communication des animaux dit, bon, je pense que tu as fini de faire ce que tu avais à faire. Libère le plancher. L'éléphant s'en va tout grognant.
Le chimpanzé, le gorille, il vient. Il se tape la poitrine d'abord, comme vous savez qu'il fait là. Il prend le balai. Bah! Rien. Hey, attends, c'est sérieux l'affaire. Il prend le balai, il le prend bien comme ça, et puis il fait. Bah! Rien ne se passe. Ah, lui aussi, on lui dit, monsieur, libérez le plancher. Et ainsi de suite. Les gros animaux, la panthère, le guépard, tous ces animaux-là, le dromadaire, même l'ours du Canada, il s'est présenté. Il dit, moi je vais essayer. Je vais ramener la lionne chez moi au Canada. Et l'ours, on sait c'est un gros animal. Il prend le balai, il fait la même affaire, rien. Là, il se sent frustré, insulté. Il dit, bon là, ça c'est le Canada même qui est atteint. Il appelle l'orignal. L'orignal arrive, même affaire. Le wapiti, le caribou, personne. Là, les petits animaux se disent, mais si ceux-là, ils n'ont pas pu là, c'est que nous autres là, tous les mougou là, qu'est-ce qu'on peut faire de nous? Maintenant, le chargé de communication dit, mais il n'y a pas un autre animal là qui est capable de venir briser ce tout petit balai? Personne ne se bouge dans les gradins. Et on voit arriver le lièvre. Et là, les petits animaux, ils se sentent solidaires de ce petit animal. Mais lui, il peut faire quoi? Mais vraiment, regarde, le lion n'a pas pu. Ah, non, l'éléphant, le caribou, l'ours, tout cela, ils n'ont pas pu. C'est toi, petit lièvre, là. Mais quand même, ils ont eu envie de le soutenir. Ils ont commencé à applaudir pour l'encourager. Il y avait un peu de crainte, mais en même temps, il y avait de l'espoir dans les applaudissements. Le lièvre vient. Et à la surprise générale, il s'assoit par terre, bien confortable, il prend le balai et il commence comme ça. Il y a un silence dans les gradins, mais personne ne comprend. Mais où est-ce qu'il va? Ben, je ne vais pas y casser tout mon balai parce que je l'utilise. Et il casse les brindilles une à une. Pendant ce temps, la princesse, elle était richement vêtue. Elle se demandait, mais moi, je ne vais pas me marier un jour, quoi. Le lion, lui, il avait maintenant un sourire aux lèvres. Un sourire de satisfaction. Un sourire comblé. Et le lièvre a cassé des brindilles une à une jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balai. Parce qu'on sait que le balai, c'est l'ensemble de brindilles. Mais s'il n'y a plus de brindilles, c'est qu'il n'y a plus de balai. Le roi a dit, celui qui allait briser le balai, il n'a pas dit comment. C'était le résultat qui importait. Alors quand le lièvre a fini de briser toutes les brindilles, le roi a dit, je vous présente mon gendre est le futur roi qui va gouverner vos vies. Imaginez la joie des petits animaux, les aboutis là. Ah, enfin, les chauves-souris, les rats, tous ceux-là, ils étaient contents comme ça, ils ont commencé à chanter. Vous allez m'aider à chanter. Vous allez répondre, yemi, yemi, yé. Ça va? Oui. Yemi, yemi, yé. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé. Non, c'est trop timide. Il va finir, c'est quoi? Yemi, yemi, yé. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé. Tout est occasion pour moi pour danser. Encouragez-moi. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé, Marcelo, maebo. Yemi, yemi, yé. Donc les animaux étaient contents comme ça. Ils venaient d'avoir leur roi. Et le roi a pris la parole. Il dit, je viens d'avoir celui qui va gouverner, qui va vous gouverner comme il se doit. Alors je vous invite la semaine prochaine au mariage et à l'intronisation. Et les animaux se sont dispersés. Parce que le roi ne pouvait pas dire devant tout le monde pourquoi il estimait que le lièvre était celui qui était capable de bien diriger ce peuple. Et le soir, il a invité son futur gendre. Bon, c'était déjà fait à la limite, mais officiellement, il n'était pas encore intronisé. Donc, il a reçu chez lui. Et il a dit à la fille, il dit, tu vois, je voudrais que celui qui va diriger
sache que la solidarité est un frein quand on veut diriger un peuple. Et le lièvre l'a bien compris. Pour diriger un peuple, il faut le diviser. Alors, prendre brindille par brindille et briser, ça fait que le peuple est mort. Les autres animaux ont pensé qu'il suffisait de faire ça. Mais le balai, on a beau le tordre dans tous les sens, il ne se casse pas. Mais quand on le prend brindille par brindille, on réussit à le briser. Alors le lièvre était la personne indiquée qui savait déjà qu'on pour diriger, il fallait diviser. Et en faisant ce geste-là, il venait d'envoyer un message à l'humanité. Et c'est ce message-là que moi je vais vous envoyer ce matin. Ou cet après-midi. Ou cet après-midi. Le balai est symbole de solidarité. On a beau tordre un balai dans tous les sens, jamais on ne réussira à le briser. Mais une brindille toute seule, comme vous avez vu, on est capable d'en faire une bouchée. Et c'est ce que les gens font dans nos pays. Ils nous divisent. Et nous, on se laisse diviser. On se laisse diviser. C'est pourquoi ils réussissent. Le jour où on va avoir assez de grandeur en nous, parce que chacun veut être, moi je veux. Le jour où chacun va mettre au devant l'intérêt commun, on va devenir un balai. Et le jour où nous allons devenir un balai, ça n'est fini de l'oligarchie mondiale. Je vous remercie. Oui, maintenant j'ai le micro, j'ai la possibilité, je vais profiter rapidement pour dire autre chose. Je fais partie d'une organisation qui est l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes, dont le siège est à New York. Nous avons compris qu'on ne peut pas rester dans la belligérance tout le temps. Nous aimons notre pays. À un moment donné, on s'est battu. À un moment donné, on a crié partout sur les réseaux, partout. On a encore obtenu, on n'a rien obtenu encore. Et si on pensait à la paix, commencer à apaiser les cœurs, parce que notre espoir, c'est que M. Gbagbo revienne. Mais à supposer qu'il ne vienne pas, on ne va pas rester dans la belligérance tout le temps. Mais s'il vient, il faut qu'on puisse l'accueillir dans un endroit apaisé. Donc notre objectif, c'est de participer au processus de paix. Ça ne veut pas dire qu'on est content avec ce qui s'est passé. Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Et les gens qui ont commis des actes, il faut qu'on leur donne la possibilité de s'expliquer. Et ceux qui ont été blessés, il faut qu'on leur donne l'opportunité d'exprimer les douleurs qu'ils ont dans le cœur. Donc nous estimons qu'il faut que nous allions à la paix. Et nous appelons les femmes ivoiriennes à se joindre à nous pour qu'on réfléchisse ensemble comment faire pour préparer l'après-Gbagbo, pour préparer l'après ci ou ça, mais surtout préparer la Côte d'Ivoire du futur. Et donc je suis là en tant que secrétaire général de l'organisation. On vient de commencer, vous savez que l'argent, on ne peut rien faire sans ça. Donc vous qui êtes là, si chacun me donne $25, ça peut faire. J'ai les cartes de dons avec moi, j'ai aussi les cartes d'adhésion. Et vraiment, on espère avoir vraiment les femmes avec nous. Nous avons plusieurs pays, nous sommes un peu dispersés, mais c'est ça, la diaspora. Et nous sommes convaincus que c'est de la diaspora que ça va venir. Donc vous tous qui êtes là, vous êtes capables d'apporter votre pierre à l'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle, de cette Afrique nouvelle-là. Et elle viendra de la diaspora. Merci. Boanegra pour cette symbolique du ballet, symbolique très forte comme vous avez vu récemment au Burkina Faso. Le ballet citoyen et les spatules des femmes ont permis ensemble de chasser les leaders. Et donc effectivement, l'image très forte, un seul brin de ballet, parce que en Wolof par exemple, le brin du ballet s'appelle Bantu Mamiala, c'est-à-dire c'est la représentation de l'être humain. Que ces êtres humains, individuellement, sont dépourvus, ensemble, unis, solidaires, ils représentent une force. Et je crois que c'est la leçon qu'il faut retenir, c'est l'union fait la force. La Cour pénale internationale, c'est un tribunal international permanent qui a été formé sur le statut de Rome en 2002
pour juger les auteurs de crimes de guerre, les auteurs de crimes contre l'humanité et de génocide. Elle a compétence sous ces crimes lorsque les ressortissants proviennent des pays qui ont ratifié. Donc évidemment, ça restreint déjà considérablement le bassin. 124 États ont ratifié le statut de Rome qui est institué, comme je l'ai dit, en 2002. Principalement, ces États sont des États africains, des États latino-américains, des États européens. 32 États ont signé le statut, mais ne l'ont toujours pas ratifié, dont les États-Unis, Israël, la Russie. Certains États n'y adhèrent tout simplement pas, comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou l'Indonésie. Sur 10 affaires, 9 sont africaines. Pour que la Cour soit saisie, il faut que ce soit le pays lui-même qui en fasse la demande, ou que ce soit le Conseil de sécurité, ou que ce soit le procureur de la CPI, avec bien sûr l'assentiment de la Chambre préliminaire. Face à la surreprésentation des cas africains, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont décidé de quitter la CPI, chacun de ces pays ayant des raisons en fait beaucoup plus propres que une sorte de lutte contre le 2 poids 2 mesures. La Russie a décidé de se retirer du traité et le président philippin récemment a aussi menacé de le faire. L'Union africaine récemment a jugé qu'on ne pouvait pas s'en prendre aux chefs d'État en exercice et donc tant qu'ils sont en exercice, il fallait qu'on les laisse terminer leur mandat et donc ils ne pouvaient pas être soumis à la vindicte de la CPI. Ceci fait suite aux poursuites contre les présidents Béchir et le président Kenyatta. Mais le sentiment de 2 poids 2 mesures, c'est que, comme on l'a expliqué, la plupart des inculpés sont africains et le seul coupable à ce jour aussi. Ici, il faut bien qu'on comprenne que l'objet de cette table n'est pas de cautionner une forme d'impunité ou d'imputabilité. C'est d'expliquer à la fois la nature ambiguë du droit international dans un système qui est en train de changer, où le droit transnational n'existe toujours pas, où les firmes multinationales sont au-dessus des lois, où les instances qui devraient permettre un multilatéralisme plus ouvert utilisent de façon unilatérale les instances existantes pour coopter à leurs propres affaires. Les leaders des États-Unis, d'Israël, de la France, de la Grande-Bretagne, dans les années qui ont précédé 2002, et bien sûr depuis 2002, sont coupables de crimes contre l'humanité qui n'ont pas, jusqu'à présent, permis de faire entendre le droit. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la CPI a permis au régime Ouattara de mieux assurer l'assise de son pouvoir. Le régime du président Gbagbo s'est politiquement attaqué au précaré néocolonial français, je dis politiquement et non pas économiquement, et cela a suffi à provoquer l'hydre de la France-Afrique. Cette dernière a déstabilisé toute la sous-région, a restauré en Côte d'Ivoire le régime néocolonial, qui a récemment exfiltré du Burkina Faso le leader chassé par la vindicte populaire, Blaise Compaoré, qui a été gratifié en Côte d'Ivoire de la nationalité ivoirienne, source déjà de bien de tourments dans ce même pays. Alors tout cela, évidemment, c'est le paradoxe du droit, à la fois africain inconsistant, puisque au fond, nous devrions être capables de juger ces problèmes-là en Afrique nous-mêmes, de ne pas avoir à recourir à des instances internationales, mais ça pose surtout le problème d'instances internationales qui sont instrumentalisées et qui ne sont pas opérationnelles. Au moment où on se parle, en Suède, va se réunir le Conseil de sécurité sur les grands enjeux de la paix et de la sécurité mondiale.
ce n'est pas sans rappeler que dans ce pays, il y a eu un secrétaire général relativement courageux, Dag Hammarskjöld, qui a été assassiné au Congo. Et ce serait important que Gutiérrez et toutes les instances onusiennes aujourd'hui se rendent compte rétrospectivement que ceux qui ont essayé de réformer le droit international se retrouvent très rapidement en porte-à-faux avec les intérêts de l'impérialisme. Et c'est le cas de la famille Gbagbo, de Blé Goulé, de bien d'autres camarades qui sont aujourd'hui indexés dans cette affaire. Et nous avons autour de la table des personnes qui ont eu le courage justement de vouloir faire entendre le droit. John Philpott s'est associé dès les débuts dans l'affaire du meurtre du président Sankara, parce qu'en fait, il s'était toujours intéressé à cette question d'impunité et aux 2 poids 2 mesures du droit international, mais sa réputation est davantage connue dans le cas du fameux génocide rwandais, où véritablement il a eu à apporter des éclairages beaucoup plus intéressants sur la nature du régime de Kigali, mais aussi l'instrumentalisation du droit international. C'est un avocat criminaliste qui a donc une très grande expérience. Il est membre du barreau du Québec et il est le conseiller principal de Idelfels Nyezimana, au tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a participé comme toujours à la Cour pénale internationale au dossier du Kenya comme avocat conseil de Mohamed Hussein Ali. On sait qu'il anime tout un travail ici au niveau de cette lutte contre l'impunité qui est reconnue. Il a eu à travailler aussi, toujours au tribunal pénal international pour le Rwanda, dans la procédure en appel comme conseiller principal de Jean-Paul Akayesu. Il a eu à être témoin expert en droit international et en droit de la personne. C'est aussi un professeur permanent en mathématiques spécialisé au Cégep Vanier jusqu'en 1986, et on sait qu'il y a très longtemps, il a eu à avoir donc tout un parcours sur lequel il serait bien sûr trop long malheureusement de revenir aujourd'hui.